Bonjour David, bienvenue sur ce podcast à destination de toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à l'approche par compétences, la démarche réflexive et l'engagement des étudiants. Bonjour Dylan. Eh bien, j'aimerais vraiment, avant de rentrer sur tout ce podcast et cet épisode qui promet d'être très intéressant, vu vos apports, avant toute chose, est-ce que vous pourriez vous présenter? Qui est David? Donc moi, je suis David Mély. Je suis responsable du développement et de l'innovation pédagogique de Ferrandi Paris. Donc c'est une grande école de la gastronomie et de l'hospitality euh, donc qui est située à Paris. Ça fait 6 ans que je travaille là-bas. J'ai développé un service qui était dédié d'abord aux compétences du numérique, donc un atelier qui s'est petit à petit étoffé avec différents projets comme l'hybridation des formations, le Covid qui a eu un impact majeur sur l'école et sur la montée en compétences des formateurs sur le distanciel, sur l'hybridation des formations. On a eu également dans mon service, on développe en parallèle avec l'hybridation des cours, la digitalisation des ressources afin de pouvoir proposer des cours variés et interactifs, voilà, avec des beaux visuels. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la formation professionnelle. J'ai été prof d'histoire-géographie dans un CFA, donc à destination des publics professionnels, donc des étudiants en CAP, en bac pro, en BTS. Et petit à petit, effectivement, j'ai toujours une appétence pour le numérique, donc je me suis formé de manière complètement autodidacte et petit à petit, j'ai eu besoin aussi d'une formation un peu plus théorique pour valider mes compétences. Donc j'ai fait une formation au milieu des années 2010 en tant que chef de projet e-learning. Et j'ai eu une opportunité aussi de pouvoir travailler à la fin des années 2010 sur un poste de consultant formateur pour intervenir dans d'autres CFA et faire des formations sur les usages pédagogiques du numérique auprès de formateurs adultes. Euh, Via le réseau, au bout d'un moment, j'ai pu rentrer à Ferrandi Paris et développer le service que je pilote aujourd'hui. Voilà. Et justement, en terminant sur ce groupe Ferrandi, on ne parle pas de n'importe quelle école hôtelière, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est uniquement orienté gastronomie ou c'est considéré comme une école hôtelière? C'est une école hôtelière, effectivement, on parle d'hospitality. Mhm. Donc ça fait partie des grandes écoles hôtelières au même titre que l'école hôtelière de Lausanne ou Oui. le groupe Vatel. Mais effectivement, on a une identité gastronomique à la base. On est considéré, là, il y a eu un classement qui est sorti comme la meilleure école de pâtisserie reconnue par les professionnels. On a également de la boulangerie, on a également des formations en sommellerie, en art de la table. Et donc, cette école, elle regroupe sur Paris 2500 étudiants. On a plusieurs campus en région. On en a un au nord de Paris sur Saint-Gratien qui est dédié à l'apprentissage et on en a un à Rennes, un autre à Bordeaux et un autre à Dijon. Et il y a aussi des volontés de développer d'autres campus ailleurs. Donc c'est vrai que c'est une école qui pèse un peu dans le milieu professionnel de l'hôtellerie-restauration et qui est reconnue comme voilà l'école qu'il faut faire. Mm. Oui, et justement, cette école qu'il faut faire, elle est, de par les métiers auxquels elle amène, caractérisée, marquée par cette fameuse approche par compétences. Oui, Et effectivement, on a des formations centrées sur comment dire, le métier, les gestes techniques. On est sur quelque chose on est sur des formations où les compétences techniques sont très importantes. On a nos deux bachelors, donc des formations Bac+3 qui sont bachelor art culinaire entrepreneuriat et un bachelor en management de l'hôtellerie-restauration, qui sont
référencé au RNCP, donc qui ouvre la possibilité aussi de travailler euh, sur des VAE, on peut les faire aussi via le CPF, c'est-à-dire que ce sont des formations qui sont, comment dire, qui sont organisées avec un référentiel de compétences qui peuvent se valider par bloc de compétences. Et donc, effectivement, la compétence technique dans nos métiers professionnels de l'hôtellerie-restauration est au cœur de la formation. Certes, il y a des modules théoriques, mais ces modules théoriques sont organisés en fonction du métier et des compétences métiers. Oui, c'est donc oui, tout, si je comprends bien, chaque formation dans cette école doit mener à un métier ou à l'exercice d'un ou plusieurs métiers et qu'il y a vraiment ce paradigme de professionnalisation pour toute formation dispensée au sein du groupe Ferrandi. C'est ça, c'est une école professionnelle avant tout. Mhm. Certes, c'est une école de l'enseignement supérieur, on est à la conférence des grandes écoles, comme d'autres écoles de management, d'autres grandes écoles de Paris. Cependant, on a une identité professionnelle, on existe depuis un peu plus de 100 ans et on est avant tout une école avec une approche métier, une approche par compétences qui démarre dès le CAP. On fait également du bac pro, du BTS, du bachelor, du master et tous ces diplômes, tous ces parcours sont centrés métier pour faire des vrais professionnels très compétents. Soit c'est fait en alternance et donc à ce moment-là, ils ont des périodes euh, comment dire, de stage des périodes en milieu professionnel. Soit c'est fait en temps plein payant, mais même en temps plein payant, il y a dans les bachelors notamment qui sont en temps plein payant, des grosses périodes de stage professionnel par an qui permettent des mises en situation et une montée en compétences professionnelles très forte. Et c'est aussi ce que viennent chercher toutes les entreprises du milieu de l'hôtellerie-restauration, notamment les grands groupes et les grands noms de l'hôtellerie-restauration et de la gastronomie, les grands palaces parisiens, des grandes adresses, des belles adresses, qu'elles soient parisiennes ou françaises, et même pour les bachelors, des stages à l'étranger et pour nos masters qui permettent de pouvoir avoir une expérience à l'international. Donc finalement, ce que vous décrivez, c'est qu'il y a cette philosophie de la professionnalisation et de l'approche par compétences, elle est ancrée dans toutes les formations et pas uniquement dans les formations à partir de l'enseignement supérieur, à partir de bac plus 1, bac plus 2, mais même avant. Et ce qui amène justement la question, et on va dire votre grand apport sur ce podcast, c'est finalement comment est-ce qu'on peut former les enseignants à cette finalement approche par compétences. Et si je ne me trompe pas, vous avez mis au point un dispositif d'action de formation en situation de travail pour la formation des nouveaux formateurs. C'est bien cela, Dylan. Effectivement, on a, il y a 3 ans, essayé de répondre à des besoins qui venaient des profs techniques. Donc, nos formateurs techniques sont des formateurs qui sont avant tout des professionnels du métier qui, au bout de quelques années d'expérience professionnelle, vont vouloir peut-être transmettre leurs compétences et donc vont rentrer dans des écoles et notamment à Ferrandi. Et ces professionnels ont souvent effectivement du mal à intégrer la pédagogie. Ce ne sont pas des professionnels de la pédagogie, ce sont avant tout des professionnels du métier, qui ont une expertise métier. Et donc les besoins qui nous avaient été remontés des formateurs techniques un peu plus expérimentés, c'est qu'il y avait besoin d'une formation pour ces nouveaux formateurs qui intégraient l'école pour éviter qu'ils soient perdus, un peu, voilà, qu'ils ne sachent pas quelle pédagogie mettre en œuvre. Et donc nous, on a réfléchi avec mon équipe
dans mon service de l'innovation pédagogique et on s'est basé donc sur cette action de formation en situation de travail qui a été valorisée par la loi de 2018 sur la liberté de l'avenir professionnel. Et donc cette AFEST, on l'a travaillé, on a créé un parcours à partir de cette modalité, un parcours plus riche que l'AFEST en tant que tel. L'AFEST aujourd'hui en tant que tel, c'est un tuteur. Donc chez nous, c'est un formateur expérimenté, c'est un apprenant, un tutoré, donc c'est un nouveau formateur qui intègre l'école. Et donc ce binôme va, comment dire, rentrer dans un parcours d'observation et de mise en situation où le tutoré va observer son tuteur, le tuteur va observer le tutoré, et à partir de ces observations, ils vont pouvoir échanger, débriefer à partir de ce qu'on appelle la réflexivité, des analyses réflexives. Ces analyses réflexives, c'est prendre un peu de recul sur ce que j'ai vu pendant l'observation et échanger avec mon tuteur, ou inversement, le tuteur va aussi débriefer ce qu'il a vu de son tutoré. Donc bien évidemment, pour que tout ça soit mis en place, il faut leur créer des grilles d'observation. Il faut ensuite leur expliquer à ces binômes comment ça va se mettre en place. Donc monter un parcours AFEST, ça nécessite d'avoir un référent AFEST. Aujourd'hui, un référent AFEST doit se former. Il y a un organisme de formation qui s'appelle C-Campus, qui est un peu le précurseur dans la formation de référents AFEST. Et donc, ça permet à cette personne d'avoir des outils, des clés pour pouvoir monter un parcours, un dispositif AFEST. Ce que moi, j'ai fait avec une de mes collaboratrices qui est montée en compétence sur l'AFEST et qui a devenue référente. Et à partir de là, on a créé ce parcours. C'est un parcours de 80 heures environ, mais un parcours plus riche que la modalité AFEST le propose, puisqu'on a rajouté à cette modalité que j'ai expliquée d'observation, de mise en situation et d'analyse réflexive, on a ajouté aussi un parcours plus pédagogique avec des ateliers de formation de 3 heures, et on en a 7 ateliers aujourd'hui, donc ce qui fait 21 heures de formation, où le tutoré va pouvoir rentrer un peu plus dans les grands principes de la pédagogie, dans les tendances de la pédagogie, sur la posture du formateur, sur l'évaluation, sur la pédagogie active, les techniques d'animation, ce qui permet d'avoir une personne, un nouveau formateur qui est au goût du jour sur la pédagogie et sur ce que nous, on souhaite aussi mettre en œuvre à Ferrandi. Et en plus de ces ateliers, on a créé des modules auto-formatifs qui viennent en appui et qui vont on a invité un certain nombre d'experts. Donc, ce sont des modules qui sont construits autour de vidéos, d'interviews. Et on a fait notamment appel à Philippe Carré, qui est aujourd'hui encore le grand spécialiste de la formation pour adultes, avec son concept de l'apprenance. Et donc, à partir de là, on a un parcours assez complet de 80 heures environ. Et on a un positionnement au départ de ce nouveau formateur qui va pouvoir voir quel est son niveau en termes de pédagogie, de formation, d'animation. Et on a une validation à la fin, c'est-à-dire que le nouveau formateur, le tutoré, donc, va être évalué sur une séance de cours où il va mettre en œuvre un certain nombre de techniques et de choses qu'il a apprises pendant ce parcours. Et ce parcours a été conçu à partir du référentiel de compétences des formateurs. Donc, il existe au RNCP, je veux devenir formateur, il y a un certain nombre de blocs et on s'est basé là-dessus, on l'a un peu modifié légèrement pour
bien collé à la pédagogie Ferrandi, qui est une pédagogie qui est vraiment centrée sur le geste technique. Et donc voilà, donc on a ce parcours à Fest aujourd'hui qui fonctionne très bien. Tous nos campus régionaux, tous les nouveaux formateurs techniques doivent passer par cette formation, ce qui permet aussi d'harmoniser une qualité pédagogique et Hmm. d'avoir une pédagogie qui est la même sur l'ensemble de nos campus. Alors justement, vous avez parlé d'un parcours qui durait 80 heures et plus 21 heures Non, sur une année. en fait le parcours dans sa globalité. Alors en détail, c'est 77 heures, hein, Ok. et la FEST, elle représente 38 heures D'accord. aujourd'hui. Il y a 21 heures en plus d'ateliers pédagogiques. Il y a également 10 heures de modules auto-formatifs qui viennent se plugger, se connecter à chaque atelier. C'est des modules qui viennent de connaissances ou d'interviews, voilà, de savoirs qui viennent se enrichir un peu l'atelier de 3 heures qu'il faut valider à chaque fois, hein. Il est nécessaire de les valider. Il y a un test à la fin de chaque module en ligne. Et on a en plus un positionnement au début qui est d'une journée environ, c'est-à-dire qu'il faut présenter, c'est une journée d'intégration, mais on positionne aussi le formateur pendant ce moment-là, on présente le parcours, on présente le tuteur, euh, et on a une validation à la fin, donc une mise en situation avec un jury, donc il y a la tutrice pédagogique qui pilote la FEST aujourd'hui, une de mes collaboratrices, et on va avoir le responsable pédagogique du formateur et le tuteur qui l'a accompagné pendant tout ce parcours, ce qui fait 3 personnes qui vont évaluer, voilà, qui vont valider et évaluer le parcours et la formation de formateur qui a été pilotée pendant. Alors aujourd'hui, on est sur 77 heures. Ces 77 heures, elles peuvent s'étaler sur 3, 4 mois, c'est-à-dire que souvent on va avoir une validation. Si on démarre en septembre, on peut avoir une validation à la fin de l'année, donc aux alentours du mois de décembre, mais il n'y a pas de vrai deadline. Ça peut s'étaler sur la première année d'intégration, c'est-à-dire que ça dépend aussi de l'avancée. On est plutôt souple et c'est important aussi parce qu'ils ont aussi tout des cours à faire. Ils ont énormément ils ont un gros volume d'heures, nous, à faire en 10. Et donc, il faut aussi leur laisser le temps d'intégrer, voilà, toutes ces nouvelles choses qu'ils doivent intégrer dans l'école. Et donc, parfois, il y a des tuteurs qui vont très vite. Pas des tuteurs, je voulais dire des binômes tuteurs, tutorés qui vont très vite et d'autres qui vont prendre un peu plus de temps. Mais au final, le principe, c'est que ça soit validé sur la première année. Ok. Et justement, alors, bon, ça reste un dispositif qui a l'air d'être conséquent. Quand je dis qu'il a l'air d'être conséquent, c'est quand je le compare par rapport à ce qui existe en université, la formation obligatoire à la pédagogie des nouveaux enseignants-chercheurs, on est sur un volume horaire de 32 heures sur l'année. Donc Ok. on est à 80, enfin 77, c'est plus que 2 fois que le double. Et une question justement, est-ce que vous avez des retours d'expérience, des tuteurs, mais aussi mais surtout des tutorés? Comment est-ce qu'ils ont perçu cette formation? Est-ce que finalement au départ, 80 heures, ça les a pas un peu inquiétés? Est-ce qu'il n'y a pas eu des résistances? Comment finalement se passe l'engagement ou l'adhésion de ces de ces nouveaux formateurs à tout ce dispositif de formation? Alors là, on en est à la deuxième cohorte. Donc, je vous ai dit, ça fait 3 ans, hein. On a mis à peu près un an pour concevoir le dispositif, le tester avec quelques binômes qu'on avait identifiés. Mais la vraie première cohorte, c'était il y a 2 ans. Donc, ce sont des cohortes d'environ 10, 12 formateurs qu'on intègre chaque année. Donc là, on en est à la deuxième cohorte. Donc on a un peu de retour maintenant. Les retours sont dithyrambiques. Vraiment, on est au-delà de ce qu'on pouvait attendre, au-delà des espérances qu'on avait mis dans ce dispositif. Les, euh, les retours des enseignants donc formés sont très positifs parce qu'ils trouvent qu'effectivement, déjà, ils ont
rarement, pour ceux qui ont pu enseigner et qui avaient une petite expérience d'enseignement ailleurs, ils n'ont pas vu ce genre d'accompagnement. Et pour les autres, effectivement, il y a un accompagnement qui est très riche, qui permet d'échanger et de créer aussi une petite communauté apprenante entre ces nouveaux formateurs qui ne se seraient peut-être pas vus parce qu'on est une très grosse école. Ils travaillent souvent, voilà, ils ont leurs étudiants en face. Le rythme est tellement soutenu que il y a une communauté telle qu'elle se conçoit avec ces cohortes-là d'une dizaine de formateurs. Aujourd'hui, elle ne se serait pas créée. En plus, ça permet aussi de créer donc cette communauté apprenante avec les tuteurs qui sont des anciens. Et donc, du coup, on va vraiment créer une sorte de vrai, comment dire, une sorte de mouvement, vraiment un esprit qui est, à mon sens, le plus important. C'est-à-dire que au-delà de la formation, on a vraiment des échanges qui ont lieu, des liens qui se créent entre les formateurs nouvellement formés et les plus expérimentés, et une dynamique entre les nouveaux qui vont aussi être formés donc à des nouvelles pratiques pédagogiques ou des pratiques plus actives qui vont changer un peu peut-être des pratiques qui étaient un peu voilà qui avaient pris des profs qui avaient pris des habitudes au fil des années et qui s'étaient pas forcément remis en cause avec tout ce qui peut se passer, notamment au niveau des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle qui arrive, etc., etc. Et puis les nouvelles générations d'étudiants et de publics qui veulent aussi apprendre différemment peut-être. Et donc effectivement, ce processus de formation, ce dispositif aujourd'hui, on a vraiment des très bons retours et une, ouais, une communauté, moi je trouve qu'il y a vraiment un engagement qui est assez intéressant. Donc aujourd'hui, on est plutôt satisfait et, on souhaite vraiment poursuivre ce dispositif qui est certes euh, un peu lourd, qui est certes nécessite de l'investissement, mais qui, à mon sens, permet d'avoir une bonne qualité pédagogique, permet aussi une bonne compréhension des référentiels par compétences. Et donc, au final, je pense qu'on y gagne beaucoup. On y gagne beaucoup. Euh, il y a plein de choses super intéressantes sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Alors, je prends la première. Vous avez beaucoup mentionné le terme accompagnement. Et finalement, est-ce que dans ce parcours, un élément clé de cette réussite, ou de ce dispositif, pardon, c'est d'avoir dédié finalement du temps d'accompagnement. Et si j'ai bien compris, c'est du temps d'accompagnement individuel de chaque nouveau formateur, de chaque nouveau tutoré par son tuteur. C'est ça. Il y a un temps, effectivement, donc il y a des échanges il y a donc ce temps de 38 heures qui est vraiment le cœur de la feste, hein. C'est des échanges de tuteur à tutoré. Ils se retrouvent, ils ont des grilles d'observation, des documents à compléter qui ont été créés pour le dispositif. Et donc ce temps permet de débriefer, permet de lever des inquiétudes, lever des freins que le nouveau formateur peut se créer lui-même, lever aussi des, euh, des craintes par rapport à des pratiques d'enseignement, mais aussi des conflits qui ont pu être générés aussi avec les étudiants. Euh, Bref, il a quelqu'un en permanence à disposition, en présentiel, à distance, via le téléphone, visio, peu importe, mais il a toujours un référent, c'est le principe du mentorat. Il a une personne qui est dédiée, qui est son tuteur, sachant que ces tuteurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour rentrer dans le dispositif AFEST, un tuteur, donc un enseignant expérimenté de l'école, doit être formé également. C'est-à-dire que le tuteur, c'est pas quelqu'un qui dit bah moi j'ai envie d'être tuteur et je deviens tuteur. On va d'abord l'observer. Donc la tutrice pédagogique qui pilote l'ensemble des ateliers et du dispositif va observer ce tuteur en situation et ensuite il va suivre le parcours des nouveaux formateurs. Il va suivre ce parcours avant d'être tuteur, ce qui lui permet de bien comprendre le fonctionnement
et aussi d'être peut-être mis un peu à niveau sur les pratiques un peu plus, voilà, pédagogiques, un peu principes théoriques, des choses comme ça. Donc, on a, c au final, l'ensemble de ces tuteurs et de ces tutorés permet d'avoir un dispositif où on a des gens complètement, acquis au dispositif et formés, aux nouvelles pratiques, formés à l'approche par compétences, et on a donc du coup, heu, un dispositif qui est très efficace, qui est en amélioration continue. Je dis pas qu'il y a pas des problématiques, voilà, des choses qu'on peut améliorer. Là, on est encore en train de, avec la tutrice pédagogique, donc Stéphanie, on est en train de travailler sur un nouveau livret d'intégration pour voir qu'est-ce qu'on peut amender. Est-ce qu'on ajoute des ateliers? Est-ce qu'on enlève certaines heures? Ou est-ce que voilà, il y a certaines choses qu'on doit améliorer en permanence au vu des retours. Mais ça, c'est normal dans tout dispositif de formation. On doit être dans un dispositif d'amélioration continue. Cependant, ça permet effectivement d'éviter que nos formateurs, je pense que le plus important, c'est le côté accompagnement. Et, euh, et c'était ça en fait, c'est-à-dire que la réponse de l'interrogation de nos formateurs il y a 3 ans, c'était, en tout cas la question qu'ils nous posaient, c'était, mais on a des nouveaux formateurs qui sont un peu perdus, qui savent pas quelle pédagogie mettre en œuvre, qui sont par rapport à ces référentiels, par rapport au syllabus de nos bachelors, voilà, ils sont un peu paumés. Et ben là aujourd'hui, on a vraiment répondu à cette demande. Non, ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Et ce qui m'amène en fait une question. Je suis assez curieux sur les tuteurs. Finalement, qu'est-ce qui va motiver un enseignant à vouloir devenir tuteur? Qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, c'est un temps d'investissement. C'est pas une activité anodine. Accompagner, se former pour accompagner. Comment est-ce que vos tuteurs, vos enseignants qui veulent devenir tuteurs sont, entre guillemets, motivés? Qu'est-ce qui les motive? Est-ce qu'ils ont une décharge d'enseignement? Est-ce qu'ils ont quelque chose qui va les inciter à le faire? Comment vous avez fait pour trouver et mobiliser des tuteurs? Alors eux, ils ont pas cette mobilisation. Alors il y a la première chose effectivement, c'est un volume d'heures qui vient s'ajouter. Donc c'est pas 77 heures parce que eux, ils vont avoir simplement l'accompagnement de leur tutoré. Donc sachant que quand ils sont en situation d'être observés par le nouveau formateur, c'est des cours, c'est leur cours. Donc ça, c'est pas des heures qu'on va ajouter. En fait, le tuteur est en cours, il s'est déjà planifié, ça fait partie de son plan de charge annuel. On va avoir donc son nouveau formateur, donc son tutoré, qui va venir le voir. Donc inversement, par contre, il a des heures en plus quand il doit aller observer son tutoré. Donc là, c'est des heures qui vont se rajouter et donc c'est effectivement de l'argent qui va pouvoir toucher en plus puisque c'est des heures qui vont se rajouter à son plan de charge. Grosso modo, on est sur à peu près 35 heures de charge de travail, un peu plus d'une semaine de charge de travail pour un tuteur. Donc, il y a certes ça, les heures en plus. Mais il y a aussi un dispositif qui, au début, pour la première année, on a eu du mal à convaincre les tuteurs. Mais là, c'est vrai que cette deuxième année, on a dû recruter de nouveaux tuteurs parce qu'il y a du turnover, il y a des gens qui s'en vont, etc., etc. Ça a été beaucoup plus facile. On a eu des demandes, on a eu des gens qui sont venus nous voir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte voilà, en échangeant avec un tel, une telle, et par ceux qui participent au dispositif, que c'était assez riche. Ça permettait aussi d'accompagner les nouveaux et donc des nouveaux collègues qui rentrent dans les équipes et de pouvoir voilà les accompagner, leur dire ce qu'ils doivent mettre en œuvre, échanger avec eux. Ce que certains faisaient de manière informelle, alors pas autant, mais ils le faisaient quand même, c'est-à-dire entre deux cours ou à la machine à café ou à la pause déjeuner, il leur donnait des conseils, etc. Et donc effectivement, on a quand même un certain nombre d'enseignants qui se disent mais voilà, moi je le faisais,
ça marche bien. C'est quelque chose qui aujourd'hui est très positif, qui a vraiment, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, qui va au-delà de ce qu'on pensait, qui est vraiment très très positif. Et donc on a une sorte de dynamique très positive qui est en train de s'enclencher. Et on a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans le dispositif. Donc on est un peu dans l'effet boule de neige, dans un cercle vertueux. Et aujourd'hui, effectivement, on est très satisfait parce qu'on peut vraiment dire, OK, tu veux rentrer dans le dispositif, mais bah, va falloir qu'on aille quand même t'observer en situation d'enseignement pour voir comment ça se passe. Peut-être que tu as besoin aussi et donc ça permet de les faire rentrer dans ce dispositif et de leur proposer d'intégrer tous les ateliers en amont avant qu'ils accompagnent eux-mêmes les nouveaux formateurs. Donc on a à la fois des heures qui leur ont donné l'envie parce que c'est un peu plus d'argent et donc ça permet de se dire, bon, voilà, je vais On pouvoir, valorise une action quelque part, c'est-à-dire voilà, que on leur investissement est valorise, voilà, valorisé. c'est Mm. ça. Et ensuite, de l'autre côté, comme le dispositif fonctionne bien, il y a vraiment une envie d'y aller et voilà, de peut-être faire formaliser ce que je faisais de manière informelle auparavant. Mm. Oui, et peut-être que vous serez amené, si vous ne le faites pas déjà, à développer entre guillemets des cafés pédagogiques, des retours d'expérience entre formateurs, enfin entre tuteurs et tutorés en interne pour justement étendre cette communauté de pratique, cette communauté apprenante. Et une question qui me vient à l'esprit, quand vous avez dit on va t'accompagner, on va venir t'observer, pardon. Le on, c'est les ingénieurs pédagogiques du service de pédagogie? Oui, c'est la tutrice pédagogique. Donc, encore une fois, c'est Stéphanie qui est ma collaboratrice qui pilote l'ensemble du dispositif AFEST. Donc, elle est effectivement à la manœuvre sur l'organisation du dispositif et c'est elle qui est en charge des ateliers pédagogiques et qui a été à l'origine aussi de la création des ressources en ligne. Et donc, cette tutrice pédagogique, elle va venir observer les profs qui veulent devenir tuteurs, sachant qu'aujourd'hui, effectivement, Stéphanie est complètement, comment dire, elle a été complètement validée et acceptée dans le sens où quand elle vient voir les profs, c'est pas une inspection, c'est pas un côté contrôle surveillance, l'esprit de la feste a été complètement intégré, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche constructive. On est là pour donner des conseils. Ça vient bien évidemment du dispositif, ça vient aussi de la personne qui a un très bon relationnel avec les enseignants. Et c'est aussi l'esprit de la validation du dispositif à la fin du dispositif pour les nouveaux formateurs. On ne parle pas d'évaluation, on parle de validation. C'est important. Certes, c'est aussi une évaluation, mais on est avec des adultes, on n'est pas là pour les infantiliser, on est dans un dispositif de formation pour adultes, et donc on va valider un certain nombre de compétences qui ont été acquises. On n'est pas là pour faire une évaluation des connaissances comme on pourrait le faire avec des étudiants. Voilà, il faut vraiment intégrer la notion de formation pour adultes, d'autant plus avec un public très particulier qui est le public de formateurs ou d'enseignants qui est un public qui effectivement peut avoir du mal à, à s'auto-évaluer ou avec les évaluations qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire des gens qui viennent évaluer leur pratique. Mm. Et ce qui est important finalement, c'est que évaluation ou alors validation, on est sur une philosophie très formative et pas sommative. Ils vont pas obtenir un diplôme à la fin. C'est vraiment cette philosophie de la montée aux compétences qui est fondamentale. Et j'imagine que Stéphanie a réussi à développer ce fameux climat de confiance, ce lien de confiance entre avec chaque tuteur. Et ce qui m'amène à une question. Alors, si je comprends bien déjà, elle intervient auprès des tuteurs, mais pas des tutorés. Si elle intervient auprès des deux. Ok. Alors, il y a combien de tutorés par année? Donc, cette année, il y avait combien de On, nouveaux est, formateurs? on a 12 nouveaux formateurs, donc 12 nouveaux tutorés cette année.
et on a à peu près 10 tuteurs. C'est-à-dire qu'on a un tuteur pour un tutoré et on a certains tuteurs qui peuvent en avoir 2 à accompagner dans l'année. Mais on limite vraiment, on veut pas que le tuteur se retrouve avec 3 ou 4. L'objectif, c'est vraiment que le tuteur s'engage avec son binôme, donc le tutoré, et qu'il s'investisse. Et si on développe, si on met trop d'accompagnement, en fait, on va perdre le côté individuel du dispositif et de la formation en situation de travail. Il faut Oui. vraiment et on a la chance aujourd'hui d'avoir assez de tuteurs pour pouvoir le faire. Et effectivement, Stéphanie, pour vraiment insister, elle accompagne à la fois les tuteurs pour que chaque tuteur puisse suivre le parcours. euh, je parle pas des 38 heures d'AFEST, mais je parle des 21 heures d'ateliers pédagogiques et je parle des modules en ligne. C'est nécessaire pour chaque tuteur. Ça permet de remettre à niveau certaines choses où voilà, ils étaient peut-être un peu en dessous ou en difficulté ou pas au courant forcément. Et elle accompagne bien évidemment en tant que tutrice pédagogique l'ensemble des nouveaux tutorés. Donc un nouveau formateur, donc un tutoré qui rentre dans le dispositif, il a 2 tuteurs. Il a un tuteur métier, c'est ce prof métier, cette prof expérimenté qui est vraiment le tuteur, et il a une tutrice pédagogique qui est là pour l'accompagner sur les ateliers pédagogiques, sur les modules en ligne et valider le dispositif dans sa globalité. Ok. Et est-ce que cette tutrice accompagne aussi sur la, comment dire, la production d'analyse réflexive? Est-ce qu'elle intervient aussi en soutien du tuteur? Complètement. En fait, comme elle a conçu les différents documents, euh, elle permet de revoir avec les deux, le binôme, les différentes grilles d'observation qui ont été complétées au fur et à mesure des analyses réflexives. Et parfois, effectivement, ils ont un peu de mal dans l'analyse réflexive à compléter parce que c'est aussi une démarche, c'est aussi une méthode, l'analyse réflexive. Et donc, elle va être en soutien, elle est là à disposition s'ils ont besoin. Certains binômes peuvent très bien se débrouiller, d'autres vont avoir plus de difficultés, et donc elle est là en soutien pour les aider à euh, réaliser ces différentes analyses réflexives. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que si je comprends bien, finalement, votre tutrice pédagogique, qui est ingénieure pédagogique, euh, elle n'a pas uniquement ce rôle d'appui à la conception, mais elle a aussi ce rôle d'appui quelque part à l'animation. Elle se contente pas de donner des contenus, mais elle est là, en fait, de par son accompagnement humain, elle aide à l'appropriation et à la mise en scène, finalement, de tous ces contenus. Et C'est c'est quelque ça, chose j'ai l'impression que vous l'avez valorisé et que je trouve à titre personnel en tout cas, fondamentale pour avoir l'adhésion des tutorés, pour avoir l'adhésion des tuteurs et pour avoir finalement l'effet dithyrambique, la réussite dithyrambique dont vous parliez. c'est ça. Et alors, c'est une question qui me vient à l'esprit parce que ça doit faire beaucoup de temps, enfin beaucoup de travail pour une personne. Est-ce que là, actuellement, vous avez dit 12 nouveaux formateurs cette année, Mm. potentiellement autant de tuteurs? Mhm. Et comment est-ce que cet ingénieur pédagogique peut accompagner tout ce monde? Ça va prendre pas mal de temps, non? Ça prend beaucoup de temps, effectivement. Après, elle a encore du temps pour proposer d'autres choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur son temps annuel, sur son plan de charge, je dirais que on est aux alentours de 80% de son temps. Ah oui. Le reste du temps, c'est soit la mise à jour de contenu, soit aussi de l'accompagnement informel, donc pas dans le dispositif AFEST, mais d'autres formateurs qui, eux, qui sont là depuis des années et qui ont besoin aussi d'être accompagnés, parce qu'on propose aussi dans notre service un certain nombre d'ateliers de formation à des pratiques, et notamment tous ces 7 ateliers-là qui sont dans le dispositif AFEST, on peut les proposer indépendamment
hors AFEST à nos enseignants qui sont plus expérimentés, qui sont pas dans le dispositif, mais qui souhaitent à un moment donné se dire: «Tiens, moi j'aimerais bien retravailler sur l'évaluation, j'aimerais bien retravailler sur la posture de formateur». Voilà, donc là on a, voilà, et en plus elle est accompagnatrice VAE, donc elle accompagne un certain nombre de clients qui décident de faire une VAE à Ferrandi et qui, heu, vont, vont être accompagnés sur ce dispositif. Ah Donc oui, et donc j'imagine que de par comment dire, ce rôle d'accompagnatrice VAE, elle a cette sensibilité à l'accompagnement réflexif. c'est ça. Oui, ce qui est assez fondamental dans le développement des compétences. Mais alors, justement, vous avez parlé des formateurs les plus expérimentés. Alors, ça peut paraître étrange, mais peut-être inconsciemment, on va considérer qu'expérimenté veut dire à l'aise, ultra compétent, mais alors que notre expérience, elle est toujours limitée, très contextualisée. Donc, ça peut paraître tout à fait normal que des enseignants beaucoup plus expérimentés puissent avoir des besoins et que votre service essaie d'y répondre. Et c'était une question que je voulais vous poser finalement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt ou une opportunité à fournir à étendre cette AFEST à des enseignants plus expérimentés qui, quelque part, en fait, ressentiraient eux-mêmes le besoin de se remettre à jour sur leur pédagogie ou autre? C'est une vraie question. Alors effectivement, là, on va tomber dans des aujourd'hui, les ateliers qui sont proposés pour ces profs plus expérimentés sont sur la base du volontariat. On va avoir donc des profs qui vont se dire: «Bah, moi, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de me remettre en cause là-dessus», ou alors qui prennent conscience aussi qu'ils peuvent avoir des lacunes sur certaines, thématiques. Le dispositif AFES, en revanche, lui, est obligatoire. C'est-à-dire que tout nouveau formateur technique est obligé de rentrer dans ce dispositif. Et là, on tombe effectivement sur une problématique, un frein qui est, heu, comment on peut, imposer un dispositif à des, enseignants qui, sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Hem, Là, il y a un frein. Ce frein, il pourrait être levé si effectivement, quand on crée une communauté apprenante comme on est en train de la créer, après on a que 2 corps voilà, d'ancienneté, donc on peut pas vraiment, mesurer la chose. Mais peut-être qu'effectivement ça pourrait créer une sorte d'organisation apprenante, un effet boule de neige en disant: «Bah, on a tous envie d'y rentrer parce que c'est vraiment très pertinent». Ça, ce serait l'idéal. Je dis pas qu'on va y arriver, hein, mais ce serait l'idéal. Sinon, bah, ça peut être, comment intégrer, des nouveaux formateurs. On peut aussi penser, bah, il y a une nouvelle méthode pédagogique. Heu, je pense à vos profs d'université où il y a l'approche par compétences qui est on essaie d'imposer, en tout cas de mettre en œuvre, dans les universités. Là, effectivement, on a un chantier, on a un vrai projet, sur lequel tous ne sont pas au fait et ont besoin d'être formés. Ça peut être l'opportunité où on se dit: «Bah, on y va à ce moment-là». Là, on peut imposer un accompagnement. Et cet accompagnement, moi, je pense que si on l'impose, parce qu'il y a l'opportunité, parce qu'il y a un chantier, il faut le penser en AFEST. Il faut pas le penser en formation classique, c'est-à-dire, présentielle ou distancielle, mais peu importe, mais avec un prof où on a un temps de formation dans une salle et où là, on va avoir beaucoup de déperditions. Je pense qu'effectivement, la situation, le dispositif AFEST qui permet d'observer des profs, où on va avoir un prof qui est, par exemple, au fait de l'approche par compétences et qui se dit: «Comment moi je peux être tuteur et je sais comment mettre ça en œuvre dans mes cours». Ces profs-là, il faut les mettre en avant dans le dispositif et en faire des tuteurs qui peuvent, être observés par, des enseignants qui, même s'ils sont expérimentés, ne connaissent pas grand-chose à l'approche par compétences parce que c'était pas, Mm. leur métier, c'était pas la façon de faire, à l'université pendant des années. Oui.
Et ce qui est en plus très important et qu'il faut que je souhaite en tout cas ressouligner à nouveau, c'est que dans l'approche que vous avez eue de votre dispositif, vous vous êtes pas dit, on va prendre plusieurs personnes. Il y a vraiment ce souci de l'individualisation. Vous vous êtes dit que finalement, pour former, pour accompagner, il faut avoir cette approche très, très individuelle, ou enfin individualisée. Et ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas, que j'essaie de développer quand je travaille en université, parce que et c'est peut-être ma croyance personnelle, qui est de me dire que on arrive beaucoup mieux à engager des enseignants individuellement lorsqu'on les accompagne et lorsqu'on leur dédie du temps et comment dire, quand on les accompagne individuellement, on prend du temps pour les connaître, situer leur représentation, leur façon de fonctionner, identifier justement leur zone de fragilité, leurs forces, savoir où est-ce qu'on peut les amener, comment, et que finalement tout ce temps que vous dédiez individuellement, c'est ça en fait la force, la grande force de votre dispositif. Et il faut accepter de le donner. Et peut-être qu'il n'y aurait pas du tout eu les mêmes résultats si par exemple le tuteur devait avoir quatre ou cinq Complètement. et bah alors, le temps défile et je voulais vous poser une dernière question, mais pas des moins sensibles. Finalement, imaginez, vous avez votre dispositif et si on voulait justement le mettre dans les universités françaises, comment ça se passerait? Quelles applicabilités? Et ça, je sais que on en avait déjà parlé en off. C'était un peu une question qui me taraude parce que moi, à titre personnel, quand je vois votre dispositif, je me dis, j'adorerais voir ça dans les universités françaises. Enfin, quand je dis françaises, les universités entre distinctes des écoles hôtelières. Alors, comment on peut mettre ça en place? Ben, effectivement, déjà, il faut bien comprendre qu'un parcours à FEST, ça se conçoit. Il faut prendre du temps pour le concevoir. Donc, pour concevoir un parcours à FEST et pour bien que ça soit validé en AFEST, il faut un référent AFEST qui a été formé en amont. Donc ça doit être intégré. Ça doit être la première chose qui doit être intégrée par l'université qui souhaite mettre ça en œuvre. Donc, une fois qu'effectivement on a ce référent AFEST, il doit intégrer la particularité de l'université qui est effectivement beaucoup centrée sur le cours magistral. Et ça, c'est une particularité qui est très, euh, comment dire, qui fait partie de l'identité de l'université et qui peut être en contradiction avec l'approche par compétences. Et donc, à partir du moment où on intègre ces particularités, ces freins, mais aussi la volonté de développer l'approche par compétences, je pense qu'on pourrait développer peut-être un temps de formation qui pourrait être sur l'approche par compétences pour bien comprendre, mais peut-être un temps de formation un peu plus classique, peut-être des ressources en ligne comme nous on a pu le faire à Ferrandi, c'est-à-dire on n'est pas obligé de passer non plus un temps fou sur les principes théoriques de l'approche par compétences, on peut les proposer en distanciel, mais il faut quand même un temps de présentiel à mon sens pour bien positionner les bases de l'approche par compétences et derrière on pourrait proposer des co-animations, euh, un parcours de formation avec des co-animations, donc c'est-à-dire un tuteur et un tutoré qui est en co-animation pour aider celui qui est tutoré, donc le nouveau, même s'il est expérimenté dans l'université, le nouveau qui n'est pas expérimenté sur l'approche par compétence et qui se dit, bah, moi, j'ai besoin d'observer, certes, mais j'ai aussi besoin d'animer et l'animation peut être comment dire, la bonne solution me semble être peut-être la co-animation. Et donc, effectivement, un dispositif qui allierait à la fois ce temps de formation en amont, des ressources en ligne et un accompagnement d'un tuteur, donc un enseignant expérimenté. Et si l'université en a les moyens et qu'elle a une cellule d'innovation, pourquoi pas proposer un tuteur ou une tutrice pédagogique qui est là en appui, comme nous on peut le faire, pour bien comment dire, faciliter les situations d'analyse réflexive.
puisque je pense que c'est là où effectivement le nœud de la FEST c'est là le cœur de la FEST, hein, c'est l'analyse réflexive. Et pour bien que l'enseignant puisse comprendre que ce qu'il a pratiqué, il y a encore un certain nombre de progrès à faire, parce que l'approche par compétences, effectivement, c'est une autre façon d'enseigner. On est beaucoup plus sur la professionnalisation, l'expertise métier, même s'il y a certaines compétences qui peuvent être un peu plus théoriques dans les universités, on reste quand même sur un référentiel d'activité à la base du référentiel de compétences, et ce référentiel d'activité, il est basé sur des métiers et donc des situations métiers. Voilà. Oui. Et ça, c'est déjà un premier, ça peut être un premier frein, c'est-à-dire que dans pas mal d'universités et selon les filières, tous les référentiels ne comportent pas comment dire, ne sont pas pensés façon référentiel métier. Il y a encore cette philosophie qui n'est pas mauvaise, loin de là, hein, cette philosophie de transmettre des connaissances et non pas de former un métier dans un premier temps. Et dans un second temps, eh bien, si je me trompe, enfin, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que Stéphanie, elle a été recrutée pour justement ce dispositif AFEST, ou est-ce qu'elle avait déjà une autre fiche de poste avant? Et que cette fiche de poste a été modifiée. Pourquoi est-ce que je En pose cette fait, question? elle a été Oui, recrutée, elle a été recrutée pour être formatrice de formateurs. d'accord. Pas forcément pour le dispositif AFES, parce qu'on si on développe aussi de la formation de formateurs pour des clients à l'international. Et elle avait ce parcours, ce parcours de formatrice, de formateur et d'enseignant dans son CV. C'est ça qui a fait qu'on s'est dit, elle a le profil pour pouvoir développer la formation de formateur à l'international. On était en train de concevoir le dispositif AFES, donc on a trouvé aussi que c'était le profil idéal pour pouvoir le piloter par la suite. Ok. Je pose la question parce que justement, quand vous avez dit, ce qui est très important, c'est de penser le dispositif AFEST. Et quand on dit penser, c'est aussi imaginer, projeter les ressources humaines qu'il faut pour mettre en place tout cela. Ça veut dire que finalement, si on applique ce dispositif aux universités, il faut que les services de pédagogie universitaire aient cette idée en tête et cette contrainte quelque part qu'il faut une personne avec un temps assez, un plan de charge assez orienté sur cette mission-là. Surtout qu'en plus, les services de pédagogie universitaire sont, les services centraux s'adressent à toutes les composantes d'une université. Donc, en termes d'effectifs, on est sur quelque chose d'énorme. Alors, bien sûr, je pense qu'il faut commencer petit pour élargir l'échantillon. Mais c'est quelque chose qui diverge pas mal, je pense, de votre structure, dans la mesure où beaucoup d'ingénieurs pédagogiques qui travaillent en service de pédagogie universitaire ont été recrutés via des appels à projets comment dire, qui ont des financements limités dans le temps et surtout qui sont orientés vers des actions très spécifiques et pas forcément, si vous voulez, juste une dernière phrase pour conclure si vous avez. En général, je laisse toujours le mot de la fin aux invités. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, la modalité AFEST, c'est l'avenir de la formation. En fait, on dit souvent que la formation, elle doit se centrer sur l'apprenant, qu'elle doit sortir des murs de la classe. Et en fait, aujourd'hui, on a la modalité qui est en train de prendre de l'ampleur depuis 2018. Et je pense que c'est la bonne modalité pour la formation d'adultes. Donc nous, on l'a appliqué au métier de formateur, mais on peut l'appliquer à tous les métiers. Et ça permet aux entreprises et aux organismes de pouvoir former en situation. Et pour l'apprenant, ça permet de prendre du sens. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans une classe et qu'on est dans une formation qu'on nous impose, des fois, on a du mal à trouver du sens à ce qu'on nous apporte comme connaissance. Là, en l'occurrence, on pense tout son sens parce qu'on est en train d'exercer son métier et on se forme en même temps. Donc, je pense que c'est l'avenir de la formation. Merci beaucoup, David.